tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier en avant-match, ici même, au bord de la pelouse de Roudourou. C'est l'instinct, hein. C'est un peu l'instinct. Oh poteau, Sadia, un but de Sohaib Lahir. En avant. Match Numéro 55, double 5, 5 comme Steven Pelé, Mustapha Diallo, Pedro Rebocho, Lionel Matisse, ah, quand même Pierrot, 5. Oh, et toi, t'en as d'autres? Ouais, Vas-y. les Bogang Piri. Oh la vache, ouais, mais il a fait 3 matchs avec. Ah oui, mais il l'a eu. Il l'a eu. Oh, c'est terrifiant. Bon, bah écoute, moi, c'est vrai que Diallo, il l'a eu longtemps, hein. Ouais, c'est ça. Matisse, il a eu le 5. Longtemps. Tu vois, Matisse, la Steven. première année, ouais. Ouais, et en Steven 2002-2003 et tout, c'était qui? Il y a eu Milovan Sikimic. Ah, c'est ça. Mais oui, mais Sikimic, tu vois, il y a eu 26 et tout. Ouais, Vous nous 5 et perdez 26. avec vos numéros, la noix, là. Bon, salut, c'est l'émission 55. On est tout guilleret parce que ça fait 2 victoires consécutives. Je le rappelle, et j'en profite parce que je pense que ça va pas durer, qu'après 5 matchs, il y a un commentateur sur les 2 qui a rapporté 100% des points de l'équipe. Ouais. Suivez mon regard. C'est une perf voilà. absolument énorme. Une je crois que c'est la première fois en 15 ans que ça arrive. Victoire 1-0 contre Montpellier. Bon, on a parlé des 19 ans, enfin, effacés. Gaëtan, toi qui avais un peu plus de recul sur le match lundi, qu'est-ce que tu as pensé du résultat? Déjà, c'est super, mais de la prestation guingampèse. Bah, moi, j'ai plutôt bien aimé parce que on a vu c'est un peu ce qui est sorti des analyses d'après-match globalement, mais un Guingamp qui a plutôt dominé la première période, les occasions étaient pour en avant, il y a le but, il y a le fait d'avoir été globalement solide, en tout cas de ne pas avoir vraiment laissé cette équipe de Montpellier exister en première mi-temps. Euh, il y a peut-être le petit regret, il y aurait pu l'avoir si Montpellier était revenu au score, mais de ne pas avoir mis le deuxième parce que je pense à l'occasion de Mafuta par exemple. Bon, il y a eu quelques situations, il y en a eu aussi en deuxième. En deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était un peu différent parce que pour le coup, Montpellier a pris plus d'épaisseur quand même, plus de maîtrise un peu du match, du ballon, mais sans être très dangereux parce que pareil, Guingamp n'a pas vraiment laissé, et je pense à un joueur, c'est Alexandre Mendy, n'a pas laissé de liberté à Mendy. Savanier, quand il est entré, n'a peut-être pas eu l'impact non plus qui était espéré côté montpellierin. Et finalement, même si Montpellier avait plus de maîtrise, c'est Guingamp qui avait les occasions, sauf Ouais. la dernière. Mais la dernière où Teddy Bartouche-Selbonne, pour sa première titularisation en Ligue 2, a fait le boulot. Donc c'est un match où il y a eu une partie de maîtrise, une partie de domination, une partie de souffrance et de solidarité, de combat collectif. Donc c'est ce qu'on attend, en fait de Guingamp aussi. On n'attend pas forcément que Guingamp roule sur ses adversaires sans arrêt, domine les matchs de A à Z, mais qui est effectivement peut-être ce mix un petit peu entre les deux et qui permettent de tenir des scores, de gagner des matchs. Pierre-Emmanuel Bourdeau, Lloyd Palin, numéro 5. Bien joué, Voilà. bien joué. Merci, ça compte plus, mais j'ai trouvé. Je me demandais ce que ça venait faire là, mais voilà. Je voulais te surprendre, t'as vu? Bon, pour reparler du Guingamp Montpellier, réécoutez le but de Donatien Gomis version à la guingampaise avec, dans la foulée, la première réaction du coach Sylvain Ripoll. Ballon contré, deuxième chance pour Erwin Kofi qui contrôle le ballon à la sortie du rond central. Il y a des possibilités à gauche ou dans l'axe avec Gomis. La tête et but! Donatien Gomis, extraordinaire flair du nouveau buteur qu'il est. Donatien Gomis avec un ballon somptueux par-dessus d'Erwin Kofi. La défense montpelliéraine pris au piège. Gomis est arrivé tout seul. La petite tête au-dessus de Simon qui était sorti sur sa ligne des 16,50 m et le ballon qui
tout doucement, est venu terminer dans les filets. C'est déjà le deuxième but de la saison de Donatien Gomis. Un geste de buteur. On l'avait déjà vu, marquer un but d'attaquant contre Le Mans. Superbe petite tête lobée. Ouais, on l'attendait. Moi, je l'attendais aussi. Le staff l'attendait aussi. Et les joueurs avaient envie aussi de confirmer ce qu'on avait entrevu à Bastia, c'est-à-dire un état d'esprit collectif irréprochable. Donc on a eu une première mi-temps qui a été assez cohérente, je trouve, collectivement. Une deuxième mi-temps, enfin notamment un quart d'heure, 20 minutes, qui ont été très difficiles. Montpellier nous a mis une grosse pression, il a fallu subir. Et puis après, les entrants nous ont aussi fait du bien pour mieux finir le match. Mais globalement, c'est vrai que ce soir, l'état d'esprit du groupe a été irréprochable. Et ces valeurs-là, elles sont absolument nécessaires pour faire un bon championnat. Donc c'est important aussi de les avoir entrevues ce soir. Ouais, première période vraiment convaincante de Guingamp. Ouais. C'est pas parti dans tous les sens. Il n'y a pas eu un rythme effréné d'un but à l'autre. On a eu vraiment une équipe de Guingamp dont on a eu l'impression qu'elle construisait le match. Voilà, notamment avec souvent ces circuits de passe qui commençaient à droite et qui finissaient à gauche. On a vu beaucoup Hott et surtout Abdallah être servis avec des boulevards pour eux. C'est le regret en fait sur la première période, c'était qu'il n'y avait que 1-0 finalement. Ouais, parce que finalement, le 2-0 aurait été plutôt logique. Alors, il n'y a pas eu non plus Enfin, Guingamp n'a pas non plus, comme on disait, marché sur Montpellier toute la première mi-temps, mais le 2-0 aurait pu être là parce qu'il y a eu plusieurs situations chaudes. Celle pour Mafuta, là, le centre. En fait. Oui. Ouais, Mafuta, celle-là, elle est énorme. Ça peut faire 2-0 là-dessus. Bon, c'est vrai que moi j'ai bien aimé l'activité d'Abdallah qu'on n'avait pas encore vu énormément, un petit peu à Bastia, mais sur les premiers matchs, pas vraiment. Donc là, on l'a vu davantage. Et puis défensivement, enfin, il a offensivement apporté sans être mis en difficulté, en tout cas extrêmement. Défensivement, il y a eu des moments effectivement où ça a pu être plus compliqué, il a fallu défendre davantage, mais souvent c'est un peu le problème des latéraux qui montent beaucoup, qui sont très offensifs. Ça laisse beaucoup de vagues, d'espace derrière. Lui a, je trouve, plutôt bien géré ça avec la connivence aussi d'autres joueurs. Donc ça, c'est un bon point. Ça amène un côté gauche assez fort sur ce match-là parce que Hott, c'est aussi un joueur très actif quand même dans ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et, avec aussi les entrées, des bonnes entrées d'Ourega et Bemba. Oui, on a eu deux couloirs gauche différents et ça a été toujours un couloir, alors pas sur 90 minutes, mais souvent les actions sont venues de la gauche. Ouais, et moi j'ai beaucoup aimé aussi l'association renouvelée entre Louisère et Nlandu au milieu. Alors c'est une association qui pourra peut-être manquer de taille sur certains matchs, côté athlétique, physique, mais il y a Sidibé de toute façon qui est toujours là, donc qui pourra à nouveau, qui est d'ailleurs entré dans le match et qui pourra prétendre parfois aussi à une place de titulaire. Qu'as-tu pensé de son entrée d'ailleurs? Moi j'ai plutôt apprécié, mais je voulais avoir l'avis d'un expert. Moi aussi je l'ai, j'ai plutôt bien aimé. On a retrouvé un Khalidou Sidibé, je trouve plus en jambes, plus dans son match, plus la tête à l'endroit, plus. Je sais pas si concerné c'est le mot parce que je pense pas qu'il en avait plus rien à faire de Guingamp. Moins perturbé. Mais moins perturbé sans doute et ouais plus à l'aise dans ses baskets. Il est allé gratter quelques ballons. On a vu, j'ai le souvenir notamment d'un appel où je crois qu'il n'est pas servi, mais un superbe appel à l'entrée de la surface qui ressemblait aux courses qu'il proposait la saison passée. Et je me dis tiens ça y est, il y a du mieux, ça repart dans le bon sens. On verra si ça dure, mais en tout cas son entrée a été positive, ouais. Là en avant Guingamp donc s'est imposé avec aussi une seconde période, bon on en a un petit peu parlé où il y a eu 15 minutes compliquées, il y a quand même eu ce triple changement avec aussi une redisposition un petit peu tactique avec Emia qui est redescendu d'un cran, passé un peu plus à droite pour essayer de toucher plus de ballons parce que pendant un quart d'heure, il n'y avait pas beaucoup d'occasions pour Montpellier, mais on n'en touchait pas une et je crois à l'antenne que l'on avait cité ce chiffre, on était à près de 80% de possession pour Montpellier dans ce quart d'heure-là. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros moment un peu de flottement en fait, où Guingamp n'arrivait plus à ressortir les ballons.
un peu étonnamment parce que quand on voit la première période, on se dit pourquoi ce changement de visage de manière aussi nette. Bon, il y a, je pense, une équipe de Montpellier, d'une part, qui a élevé son niveau, une équipe d'en avant qui a lâché pas mal d'énergie aussi sur la première période, et puis il a peut-être fallu resserrer un petit peu, effectivement, avec le fait que Emilia redescende d'un cran, resserrer un peu les rangs, un peu les lignes, pour apporter plus de la densité au milieu, et notamment ce côté impact qu'on disait qui peut parfois manquer avec deux joueurs comme Louiserne Landu. Le côté impact que portait Sidibé n'était pas là, donc le fait de faire redescendre un joueur avec Emia, ça pouvait l'apporter, et puis l'entrée d'Emia pouvait l'apporter un peu plus encore sur la suite du match. L'entrée de Sidibé. L'entrée de Sidibé, pardon, oui. Ouais, c'est pas grave, on est là. Un homme dans le match, un homme vers qui tous les regards étaient dirigés, c'est évidemment Teddy Bartouche-Selbonne. Vous avez peut-être déjà vu cette vidéo sur nos réseaux sociaux depuis mardi, mais on va se refaire le plaisir de revivre un peu la soirée presque parfaite de Teddy Bartouche-Selbonne. Ça s'est joué à un micro près. Il me reste un peu de voix pour pouvoir célébrer avec eux. Donc bon, j'ai une voix qui porte. Donc ça a été pour célébrer. Toi, ton match individuellement, il y a eu beaucoup de sorties aériennes, il y a eu une sortie en dehors de ta surface à un moment, et beaucoup de sollicitations dans le jeu, mais 0 tir cadré jusqu'à la 93e. Ouf. En plus, je vois Donat juste devant qui l'a dévié un peu. Donc c'est un arrêt qui est pas facile. Teddy Bartouche-Selbonne qui n'en a eu qu'une seule à faire ce soir. Eh bien, c'était à la 93e baptême de titulaire en Ligue 2 réussi. C'était écrit, ça devait se passer comme ça. J'étais à la maison, donc non, je suis content pour moi évidemment, mais aussi pour les gars parce qu'on bosse et on a passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps aussi. Donc on est récompensé aujourd'hui. Quel personnage quand même, Gaëtan, Teddy Bartouche-Selbonne. C'est quelqu'un que l'on voit depuis 2 ans maintenant, toujours là, toujours souriant, toujours aux côtés de l'équipe. Mais c'est vrai que nous l'avons plus connu à côté de nous en tribune de presse, du côté des analystes vidéo, notamment l'année dernière où il était quasiment à chaque fois là. Et là, il le disait avant le match, il s'attendait peut-être pas à passer si vite de 3-2, puis de 2-1, parce que là, pendant plusieurs mois, jusqu'au retour d'Ortola, eh bien, c'est lui qui devrait garder les cages dans l'avant. En tout cas, c'est le choix à l'instant T. Et on peut dire que sa première, même s'il n'a pas été archi sollicité en termes de tir cadré, parce qu'il n'y en a eu qu'un seul, et c'était le dernier, avec la frappe d'Omeragic légèrement déviée par Gomis, c'est une première quand même super convaincante. Oui, et justement, ce que tu dis, il n'a pas été hyper sollicité sur les frappes cadrées. C'est peut-être ça qui met encore plus sa prestation en valeur. Parce que on le dit souvent, un gardien qui a peu d'arrêts à faire, c'est là que c'est le plus difficile. Et lui, il l'a fait. Donc, on verra sur la durée si tout ça se confirme. Mais il a essentiellement un gros arrêt à faire sur la seule frappe cadrée de Montpellier. Il le fait. Et effectivement, j'ai bien aimé, moi, ces sorties, quelques-unes dans les airs sur quelques coups de pied arrêtés, une sortie au pied aussi, à la limite de la surface de réparation Oui. en première mi-temps. Donc, un gardien actif, en fait, dans l'anticipation, dans la lecture du jeu, actif, moteur. Ça m'a bien plu, moi, cette attitude-là de Teddy Bartouche-Selbonne. Et puis on sent un gardien, quand on l'entend dans l'après-match, qui profite, qui savoure. Il a 27 ans. Il a 28, je crois. 28, il vient d'avoir Ouais. 28 cet été, ouais, au mois de Ouais. juin, je crois. Il a
quasiment jamais joué en pro, puisqu'il avait joué de mémoire seulement 3 matchs, un avec Guingamp, 2 avec Lorient, tous en Coupe de France, et donc l'entrée à Bastia ensuite en Ligue 2, mais à 28 ans, il découvre seulement le fait de jouer en pro, et il y a ce côté, ou le fait d'avoir, alors je sais pas si on peut parler de manger son pain noir, mais d'avoir longtemps attendu, et ben de finalement maintenant arriver peut-être pas tout à fait sans pression, mais pas loin, et surtout avec l'envie de savourer pleinement. Et ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. On verra après si les prestations suivent, mais pour l'instant en tout cas, c'est très convaincant. Ouais. Nouveau test à venir donc pour Teddy Bartouche-Selbonne et les Guingampais demain à 3, l'une des équipes en forme de ce championnat, puisqu'elle est 3e à l'instant T. Alors nous, en avant-match est diffusé vendredi 19h, il y aura les matchs à 20h, donc tout ça va évidemment un petit peu évoluer, mais c'est une équipe sans doute sur laquelle on devra compter cette saison, on y reviendra dans quelques instants. On va grimper juste d'un cran dans l'équipe guingampaise dans cet en avant-match numéro 55. La charnière centrale. C'est vrai que Sylvain Ripoll nous en a parlé. Il aime pas trop compartimenter, il aime pas trop parler des cas individuels, etc. Mais comme on l'avait déjà fait ces dernières années, notamment quand on joue contre Alexandre Mendy, très souvent en avant arrive à le museler ces dernières années. Même si c'est vrai que l'année dernière il avait marqué 2 fois, mais ça n'avait pas porté à conséquence puisqu'en avant avait gagné. Là, que ce soit Gomis, dont on connaissait les qualités, mais surtout Demouchi, qui rebondit de manière spectaculaire après le match contre le Red Star, parce que déjà Bastia, il avait montré une super réaction. Et là, Gaëtan, moi, il m'a bluffé dans sa capacité à cerner Mendy et à être à chaque fois, sauf une où Mendy en première période, je crois qu'il passe devant Gomis en première mi-temps sur un centre dans la surface à ras de terre et le ballon passe à côté. Mais sinon, en seconde période, il y avait toujours le pied de Demouchi pour s'opposer à Mendy. Bah en fait, oui, Demouchi et Gomis l'ont tout le temps empêché de se retrouver en position de frappe. Et ça, bah, effectivement, c'est une grande part du travail parce que défendre quand l'attaquant a commencé à prendre le dessus, ça devient plus dur. Là, jamais Mendy n'a pu frapper au but quasiment. Et il y a une image moi, qui me revient, c'est un tacle de Demouchi en deuxième mi-temps où Mendy, à l'entrée de la surface, se retourne et au moment où il l'arme, il y a le tacle de Demouchi qui vient contrer le ballon, ça part en corner, je crois, là-dessus. Et ça montrait, je trouve que ça matérialisait vraiment une forme d'impuissance de Mendy face à Demouchi et Gomis, qui a duré. Alors, je restais toujours prudent, je dis ouais, mais attention, parce qu'on sait comment ça peut se terminer avec Mendy. Il peut en marquer une un peu à tout moment. Mais voilà, c'est pas arrivé sur ce match et c'est vrai que c'est le boulot de la charnière centrale notamment parce que oui, on peut parler des autres tours, mais là pour le coup sur le fait de cerner Mendy, c'est surtout le boulot de la charnière centrale qui a été primordial quand même et en particulier peut-être même un peu plus de Demouchi qu'il a eu un peu plus souvent sur le paletot, mais ouais non, ils ont vraiment bien fait le boulot en lui laissant peu d'espace. Sylvain Ripoll parlait d'ailleurs du fait de ne pas les serrer totalement non plus, de pas les coller, mais de laisser quand même assez peu d'espace. Et puis forcément, bah, assez peu de champ d'action, puisque il a souvent, lui, besoin de ça, Mendy, de recevoir le ballon, de se retourner, d'enchaîner. C'est pas un joueur qui va prendre extrêmement la profondeur, donc de ce côté-là, il n'y avait pas grand-chose à anticiper, mais c'est surtout sur ce côté jeu de corps là qu'il est très dur à prendre. Jeu de tête aussi, parce qu'il a une aisance dans ce registre-là. Et Guingamp lui a laissé vraiment peu de solutions. Tu parlais de la réaction de Sylvain Ripoll, on l'écoute. Le match a été très solide de la part de toute l'équipe, mais c'est vrai que notre charnière a été costaud. Il y avait en face Alex Mendy, on en connaît la difficulté de se le cogner le temps d'une soirée. Donc ils ont su être intelligents, pas le coller, parce que c'est quelqu'un qui sait utiliser son corps. Mais souvent aussi le contrarier, l'empêcher d'attaquer le but. Donc je les ai trouvés très très costauds, complémentaires. Et puis effectivement, il y a aussi cette fonction d'amener un plus quand on a le ballon et Donat prend de plus en plus d'initiatives, j'en suis content. Albin, c'est très solide, c'est sérieux, c'est intelligent. Donc les deux font comme toute l'équipe un match solide ce soir. Charnière centrale, Donatien Gomis, on en parlera dans quelques instants, et Albin Demouchi, Babin,
comme dit Teddy Bartouche, c'est le bon. Babin ou Bimbin? J'avais un doute. Ah, moi j'ai compris Babin, mais peut-être d'accord, que moi, c'est Bimbin. Ah, ouais, peut-être, c'est l'un ou l'autre. alors, comptez sur nous, encore une fois, vous connaissez notre qualité énorme dans le domaine de Dans le l'investigation. Il y avait la chaussette de Grieb l'année dernière, peut-être qu'il y aura les surnoms cette saison. En tout cas, Albin Demouchi, qui sortait d'un match, on le disait, très très compliqué contre le Red Star. Il a réagi à Bastia de manière superbe. Et justement, on va en profiter pour réécouter son interview avec nous en sortant du vestiaire à Bastia à la fin du mois d'août. J'ai toujours dit ça de par mon expérience et mon vécu. Je pense que j'ai jamais été meilleur que quand j'étais dos au mur. Quand tout le monde entre guillemets est contre moi et quand personne entre guillemets ne croit en moi. J'ai eu beaucoup de chance que ma famille me donne du soutien. Je me suis protégé par rapport à tout. J'ai coupé les réseaux sociaux, etc. Puisque je savais ce qui allait m'attendre. Vous savez, j'ai 23 ans, je suis pas dupe, j'ai plus 18 ans, 19 ans. Je pense avoir une certaine maturité par rapport à ça, à préparer ma semaine. Et comment j'ai abordé ce match, je l'ai abordé déjà comme tous, puisque la semaine dernière, j'avais également très bien abordé mon match. Je pense qu'il y a aussi des jours sans. Et ça arrive à l'image, par exemple, du deuxième but contre le Red Star, où la balle me tape le pied. Vous savez, des fois, ça sert à rien de tout expliquer. Maintenant, bien sûr que j'avais cet esprit revanchard. Je pense que j'ai ce truc en moi, au fond de moi, qui, quand il sort, je suis une autre personne. J'ai la dalle et c'est ça qui me caractérise. Je pense que c'est surtout ce qui m'a caractérisé sur les matchs où j'ai été bon. Puisque dans le duel, j'ai toujours su être présent. Faut pas tout remettre en question sur un match, c'est important par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ça m'a réussi. Le plus important, c'est que c'est réussi l'équipe. Pour moi, le collectif passe avant tout. Et j'en suis fier, j'en suis content. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir pu réaliser un bon match. C'est quelque chose de très marquant, Gaëtan, chez Albin Demouchi, qu'on avait remarqué lorsqu'il avait joué contre Lorient l'année dernière. Je crois que c'était sa première titularisation, Oui. où il s'est En Ligue exprimé 2. sur son contrat, sur son futur. Il ne savait pas de quoi était fait. Je trouve que il y a beaucoup de caractère chez ce jeune garçon, de fierté. C'est pas du tout un défaut. Parce que je pense que c'est ce caractère-là qui lui permet de réagir et de s'installer dans le 11 de départ pendant la blessure de Sohaib Nahir. On sent voilà que c'est, je sais pas si on peut dire caractère bien trempé, mais voilà, il a sa personnalité et il le montre sur le terrain. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de franc-parler et qui, finalement, est corrélé un peu par ce qu'on voit en termes de réaction, effectivement, sur le terrain. C'est vrai qu'après le match face au Red Star, c'est le genre de prestation qui peut aussi faire plonger un joueur, surtout un jeune joueur qui a peu joué à ce niveau-là. Et lui, pas du tout. Il a réagi. Alors, on se demandait comment ça allait se passer. Il a très bien réagi parce que ça aurait très bien pu aussi être vraiment voilà, le début d'un enchaînement où on se dit, bon, finalement, ça va pas le faire. Il y aura besoin d'une autre solution, etc. Là, il vient prouver le contraire. Faudra aussi voir, parce que c'est parfois le genre de situation où il peut être en difficulté face à des attaquants qui sont plus dans la profondeur, dans ce côté appel, qui joue sur la vitesse, ce qui est un peu moins la qualité d'Albin Demouchi. Mais face à Mendy, très costaud, on a vu qu'il pouvait répondre. Face aux attaquants Bastia, il y avait notamment Félix Tommy, il y avait son nom m'échappe, je crois que c'est l'italien là de Bastia. Oui, attends, j'ai la feuille là. Ah, je trouve plus son nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais il ne vient pas. C'était pas non plus un joueur vraiment de profondeur. Paravicini. Ouais, Paravicini, voilà. Et on a vu que là aussi, il pouvait répondre. Ce qu'il faudra voir, c'est effectivement sur des attaquants qui sont plus dans ce côté course. Peut-être que justement Ben Tayeb, le Troyen, sera une autre version d'essai, si on peut le dire comme ça, pour Albin Demouchi, parce que ce sera un autre registre d'attaquants face à lui. Donc à voir effectivement ce que ça donnera. Il y aura peut-être plus de course, plus de vitesse, plus d'anticipation à gérer, et on verra ce que ça donnera. Par contre, sur ce qu'il a montré effectivement face à des attaquants qui eux sont plus des attaquants Pivot. de surface, attaquant de surface, attaquant avec un jeu de corps important. Là, on a vu qu'il pouvait répondre, très clairement, ouais. Eh ben, pourvu que ça dure pour Albin Demouchi,
qui fait donc la paire avec Donatien Gomis. Mais c'est vrai qu'à un moment, après le Red Star, je crois qu'on a vu cette... Je sais plus si c'était en zone mixte qu'on a vu cette réflexion sur le recrutement d'un défenseur central. Peut-être que ça a piqué un peu tout le monde parce que on a eu très vite la sensation que du côté du staff et du club, non, on fait confiance à Demouchi, à Planex, à Gassama qui sont en dessous. Mais c'est vrai qu'en fait, à part Gomis, il y a très peu d'expérience dans cette charnière-là. Oui. Oui, puisque Gomis, ensuite, le deuxième plus expérimenté, c'est Demouchi. Avec Naïr, match en mais qui n'a qu'une professionnel. saison. Naïr, oui, mais qui est blessé. qui est blessé. Je parle dans les joueurs disponibles, bien sûr. C'est Demouchi. Après, c'est Gassama, Planex qui n'ont pas joué encore. Donc ouais, c'est très inexpérimenté. Quand sur le papier il y a Gomis, Naïr, effectivement, bon, ça l'est un peu plus une seule saison pour Naïr, c'est vrai, mais on sent qu'il a appris très vite quand même, qu'il a élevé le curseur très vite aussi. Bon, c'est plus expérimenté. Demouchi, ça l'est moins, mais peut-être qu'à l'image de Naïr, effectivement, il va pouvoir, avec d'autres qualités, répondre lui aussi aux attentes. En tout cas, là, il le fait sur cet enchaînement de matchs-là. Et effectivement, on avait vu un Guingamp assez ferme sur le fait de partir avec Albin Demouchi pendant l'absence de Sohaib Naïr, à minima. Après, on verra ce qu'il en sera. Mais bon, pour le coup, c'est un profil qu'ils connaissent très bien, Sylvain Ripoll et peut-être encore plus Benjamin Janton, puisqu'il l'a eu en formation à Lorient. Donc voilà, ils partent sur cette, enfin, ils sont partis sur cette idée-là. Ça a fait peur contre le Red Star, mais ça a beaucoup plus rassuré effectivement sur les deux matchs suivants contre Bastia et Montpellier. Pourvu que ça dure, donc pour Albin Demouchi et Donatien Gomis, dont on peut parler du début de saison. Alors, on a lu des commentaires en disant début de saison faramineux de Donatien Gomis. C'est vrai que voilà, dans le leadership, dans la manière de défendre, c'est quand même très agréable. Et s'il réalise une saison pleine, je pense qu'il peut faire 34 matchs, hein, s'il ne se blesse pas, Donatien Gomis. Oui. Il y a quand même eu le match contre le Red Star où il n'a pas échappé au naufrage général. Mais c'est vrai qu'il y a cette force offensive qu'on voyait pas beaucoup ces dernières saisons. Mais là, on a l'impression que une ou deux fois par match, Gomis sort à la 2 saillies 98. Il part de derrière. J'ai bien aimé quand tu as dit ça sur le match parce que c'était effectivement l'image là, ouais. Tu vois, c'était même pas sur son but, je crois que c'était sur l'action de la deuxième mi-temps où Mbemba sur son premier ballon à l'occasion. C'est ça. Et mais c'est assez, et ça prouve quand même que c'est un joueur qui est en pleine possession de ses moyens physiques. Et ça, c'est quand même ultra rassurant. Et puis son intervention à la fin où il vient taper du poing sur le blason devant le public. Ça aussi, c'était une image marquante du match. Ouais, c'est vrai que je pense que tu as raison là-dessus, sur ce côté-là rassurant de son état physique, parce que c'est quand même un joueur qui l'année dernière n'a joué que la moitié des matchs, à quelque chose près, hein. Il a été absent sur quasiment toute la phase allée. Il avait de joué septembre à janvier, ouais. Voilà, et il avait raté début août aussi. L'année d'avant, il avait été un peu absent aussi, notamment sur la fin de saison. Donc c'est un joueur qui quand même, et sa première année aussi, hein, d'ailleurs 2021-2022, il y a eu quelques absences. C'est un joueur qui a quand même régulièrement eu des trous, des périodes sans pouvoir jouer depuis qu'il est arrivé à Guingamp, tous les ans, ou presque. Donc ce serait bien que ce soit plus le cas effectivement, qu'il y ait cette donnée physique là qui lui permettent vraiment de durer, parce que sinon on en revient un peu toujours au même point tous les ans. Avec quelle charnière centrale? Il y en a eu un paquet, hein, si on les énumère depuis que Donatien Gomis a signé à Guingamp en 2021. En 2020, 2021 ou 2022? Non, 2021. 2021. Il était là en 21-22. Oui, Donatien Gomis 2021. Non, 2022-2023. 2022. Ouais, 2022, c'est ça, 2022-2023. Donc ouais, tous les ans, il a eu des périodes comme ça. Et les charnières, depuis cette période-là, on en a souvent parlé, mais rien que l'année dernière, il y a eu du Gomis Lemonnier, du Gomis Rioux, Gomis Naïr, du Naïr Lemonnier. Enfin, ça a beaucoup bougé, dont une bonne partie sans Gomis aussi sur la première partie de saison. Donc une équipe solide a souvent besoin d'une charnière solide aussi. Et ça peut être effectivement un bon point. Avec en plus, oui, ce côté offensif là, qu'on ne lui connaissait
pas autant. On l'avait vu marquer quelques buts déjà, mais pas dans ces positions-là. Pas dans la course, le 1-2 qu'il fait contre Le Mans avec, Ça, c'est incroyable. avec Hachi. Pas trop non plus sur ce genre de ballon face à Montpellier lundi soir. Donc, Parce que là, c'est du flair ouais, d'attaquant, d'aller c'est du flair, l'attaquer, la ouais, c'est profondeur. ça. C'est incroyable. Et on a vu Demouchi le faire aussi en deuxième mi-temps. À un moment donné, il reste très haut. Bon, c'est visiblement aussi des consignes, hein, mais ça leur réussit, ça lui réussit. Et bon, ça réussit à Guingamp, puisqu'en plus, c'est le but de la victoire, quoi. 7e but en 79 matchs pour Donatien Gomis. Ouais. Les calculs ont été faits, les recherches d'archives ont été faites et c'est pas commun, Gaëtan, d'avoir des défenseurs guingampais à 5 buts ou plus au 21e siècle. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Le premier, si on prend dans l'ordre chronologique, c'est Milovan Sikimic. Sikimic qui a marqué 9 buts au total, hein, dans sa carrière à Guingamp. Et 9 meilleur buts. buteur d'en avant, co-meilleur buteur en Coupe de la Ligue. Je sais qu'il y est Oui, très fier, il en est très fier. On il en a en est encore très parlé fier. il y a 2 jours. Voilà, il veut ce titre-là aussi. Il y a Ouais, 3 c'est buts ça. sur 9 en Coupe de la Ligue. 3 buts, exactement, dont 2 lors de la saison 2004-2005 où il marque sur 2 tours d'affilée. Donc, ouais, c'est un joueur qui a marqué, qui a marqué en coupe, qui a ce côté-là, là, d'avoir en championnat eu toujours cette faculté à se retrouver devant le but sur les coups de pied arrêtés, à être présent de la tête, etc. Je me souviens de son but, moi aussi, en Ligue 1 contre Toulouse en Coup franc direct. 2003-2004. Coup Comment? franc direct. C'est coup franc direct contre Toulouse, je crois. Ouais, celui-là, je crois que c'est coup franc direct, ouais, contre Toulouse. Donc, ouais, c'est un joueur qui a pas mal marqué. 9 buts pour un défenseur. Bon, il a fait plusieurs saisons, c'est vrai, mais quand même, ça fait un paquet. D'ailleurs, Coupe de la Ligue, c'est 4 buts, hein, pour Milovan Ah, c'est Sikimic. 4. Oui, Oui, parce qu'il y parce avait que doublé contre 7. Voilà, c'est ça. J'étais en 4 train de sur vérifier, 9. c'est bien ce qui me pensait. C'est bien Pardon, ça, Milo. 4, Pardon, Milo. comme Anthony Knockert et Stéphane Guivarch. Oui. Donc 4 sur 9 en Coupe de la Ligue. Et puis, donc, Milovan Sikimic. Dans l'ordre encore, Bakary Koné, qui lui aussi a marqué plusieurs fois avec en avant. Il avait marqué notamment en Coupe de France en 2008-2009 face au Mans. Il avait marqué aussi Face à la Vitréenne, il me semble. ouais, la Vitréenne. La saison suivante, il marque contre Le Havre à Roudourou sur la seule défaite d'en avant à domicile de la saison en championnat. C'était un Défaite match 2-1. horrible, il y avait grève du COP, je me souviens. Ouais, exact. Un lundi Défaite soir. 2-1, c'est lui qui marque le but. Mais défaite. Et puis il a aussi marqué par exemple en national 2 buts et surtout sur son dernier match avec Guingamp à Clermont à l'été 2011. Victoire 1-0, but de Bakary Koné. On a un Et petit peu plus 10 tard. jours après, il jouait la Ligue des Champions avec Lyon. Ouais, c'est ça. C'était transition assez incroyable. Voilà. Un petit peu plus tard, Jérémy Sorbon, qui lui aussi a marqué, hein, un peu avec Guingamp, dont le premier but, c'est peut-être celui qu'on retiendra le plus dans le derby face à Rennes en 2013-2014. Et puis il y avait eu un enchaînement, puisqu'on a mis la stat là concernant Donatien Gomis, qui a marqué 3 buts en 8 matchs. Sorbon, il avait, lui, marqué 3 buts en 9 matchs. Entre la fin de la saison 2015-2016 et le début 2016-2017, il marque contre Caen, contre Montpellier et contre Marseille en 2016-2017. Donc il avait eu aussi un enchaînement. Le dernier but, c'était à Strasbourg en 2018-2019. Bon, Ah ouais, j'avais pour un oublié nul celui-là, le 3-3. 3-3, oui. Ouais. Ouais, mais qui n'avait pas permis à Guingamp de se sauver. Et il nous reste dans la liste donc Donatien Gomis dont on a parlé et Maxime Sivis. Maxime Sivis qui lui avait marqué aussi très vite 2 buts sur ses 3 premiers matchs contre alors c'est Sochaux et Rodez, non? Rodez. J'allais dire que Virouen, c'est les mêmes couleurs de maillot, mais c'est Rodez. Donc il avait marqué là, il avait marqué je crois à Dijon aussi sur le 3-3, Maxime Sivis. Oui, le but du 3-1, je crois. Oui. Et donc voilà, 5 buts pour Sivis, lui en total sur son passage guingampais. Donc voilà pour Sikimic, Koné, Sorbon, Sivis et Gomis. Les 5 défenseurs à au moins 5 buts au 21e siècle avec en avant. Voilà pour ce petit coup d'œil dans le rétro avec ces défenseurs buteurs. C'est rare, hein, à voir si Donatien Gomis va arriver à la barre des 10. Ouais. Ça serait quand même assez fabuleux. Et bon, dans son rythme actuel, avant décembre, il a atteint la barre des 10 buts. On revient sur quelque chose
dont on voulait parler durant la trêve. On voulait expliquer, je crois, pendant le débrief, après le match contre Montpellier. On aurait voulu vous faire une émission un peu bilan, mercato. Sauf que comme ça bougeait très souvent, on s'est dit bon, tant pis, on fait rien pour pas avoir une émission qui serait déjà has-been quelques heures plus tard. Ouais. Là, on va s'appuyer, Gaëtan, notamment sur l'interview que Fred Legrand a donnée à nos confrères de Ouest France cette semaine, où évidemment il y a un petit peu le bilan du mercato et puis les finances forcément autour du club. Qu'est-ce que tu as retenu toi de cette interview dont on a choisi deux, trois extraits? Notamment, voilà, ce qu'il raconte un peu sur le mercato, que ça a été difficile, bien sûr, mais que c'est vrai que Guingamp, et je crois qu'on en avait peut-être parlé après, ou tu en avais parlé après Bastia, ou on en a parlé au moment du Red Star, des dossiers qu'on traînait, et surtout un, celui de Ben Taïeb, qui est parti à 3, hein, que Guingamp va affronter ce week-end. Bon, c'est vrai que ça a été un moment un peu de flottement, parce que ça a duré très longtemps, hein, pour lui. Très vite, on a entendu ce nom circuler. Puis, c'est bon signe, c'est pas bon signe, ça va se faire ou pas. Et Hmm. finalement, ça a traîné. Alors, bon, Stanislas Kelt est arrivé offensivement à la place, donc ça a été quand même compensé. Mais c'est vrai que ça a pris du temps. Et c'est vrai que sur un mercato où il y a assez peu de moyens, ben, les négociations sont sans doute plus dures, plus longues, plus difficiles à mener au bout. Et voilà, pour Guingamp, ça a été, il y a eu un peu peut-être de perte de temps, notamment sur ce dossier-là. Hmm. Après, comme il dit, il y avait Georgie Abouachvili à Metz. Bon, là, Guingamp, on le savait, ne pouvait plus rivaliser, puisque financièrement, avec Metz, c'était plus possible. Mais bon, ça reste un mercato quand même pour Guingamp. Je trouve que qui a été très actif, hein, parce que oui, il y a eu beaucoup de départs, mais il y a eu beaucoup d'arrivées, et d'arrivées quand même assez rapidement, puisque il me semble qu'au moment du stage à Arzon, au tout début du stage, quand Adrien Ortola arrive, c'est déjà la 4-5e arrivée à ce moment-là. Hmm. Ouais. Et pour le coup d'envoi de la saison, il y avait, je crois, 7 ou 8 arrivées, alors dont 2 qui étaient arrivés la semaine-là, Hot et Mafuta, mais Hmm. bon, ça a été assez actif quand même. Oui, c'est vrai qu'on peut déplorer le fait que le mercato ne s'arrête pas avant la première journée parce que on a bien vu le retard pris sur Le Mans, Reims et le Red Star. On avait des recrues qui n'étaient pas prêtes ou pas suffisamment intégrées à l'équipe, même si Mafuta a marqué sur son premier match. 2 jours avant, il était à Amiens pour faire son déménagement. Abdallah était arrivé aussi la semaine du premier match. Hot aussi. Donc, oui, ça explique aussi le début de saison qu'on a fait avec ces joueurs qui devaient partir et qui, pour la plupart, finalement, sont pas partis. Les trois, Picard est parti très vite, mais sur Siwe, Sidibé, Sissoko, il n'y a que Siwe qui est parti. D'ailleurs, c'est une des phrases fortes aussi de l'interview de Fred Legrand à Ouest France, c'est que avant le transfert de Jacques Siwe, Fred Legrand était inquiet financièrement parce que évidemment, comme il nous l'expliquait aussi avant le match contre Saint-Brieuc, les droits télé étaient budgétisés il y a quelques années entre 4 et 5 millions. Là, il n'y a eu qu'un seul million d'euros qui a été pris en compte dans le budget, donc il fallait compenser par des ventes. Est-ce qu'on est arrivé à 4 millions de ventes? Picard, on était autour de 2 millions, il me semble. Ouais, c'est ça. Siwe, Plus, 1,6 sans ouais. bonus. Donc on Euh, arrive Plus d'autres. presque Griève là-bas, on imagine à. qu'il y a eu des Ouais, petits pécules. Donc ouais, voilà. péniblement, Guingamp est arrivé quand même à compenser ça. Mais on a bien vu que en avant a dû refaire presque toute son équipe type, ou presque, C'est ça le dans ce problème. C'est ça le mercato, problème. avec les moyens du bord qui ont touché beaucoup d'autres Ouais. clubs qu'en avant cette saison. Avec aussi quelque chose qu'il a témoigné, c'était par rapport aux infrastructures. On savait l'objectif 2026 pour l'arrêt du paiement de l'académie, du Pro-Parc, qui est un investissement très lourd pour en avant. Là, visiblement, avec les droits télé qui ne reviennent pas pour l'instant à un Ouais. très bon niveau, je cite, dans le contexte actuel, ça prendra plus de temps. Donc voilà, on va traîner ce boulet-là pendant un moment. Enfin, ce boulet,
Bah, Comme d'autres difficulté clubs. financière, puisque c'est, Oui. c'est parce qu'il y a eu cet investissement de fait, donc il y a cette difficulté financière enfin cette difficulté, cet engagement financier à respecter, enfin à respecter et à terminer quoi. Donc c'est ça qui gêne un peu, on va dire aussi en avant depuis un petit moment, parce que bah Mm. voilà, c'est long quoi, c'est long et 2026 c'était effectivement l'horizon donné depuis plus de 3 ans déjà Ouais. par Fred Legrand, mais qui va devoir visiblement s'étendre un petit peu. Combien de temps, on sait pas trop, mais bon, peut-être un an de plus, quoi, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est pas c'est pas simple parce que le contexte financier est pas facile et en plus Guingamp a cet engagement. Une fois déchargé de ça. Bon, il y aura déjà un peu plus de clarté, ou en tout cas de sérénité financière, parce qu'il y aura plus évidemment cet argent à dépenser. Ce sera de l'argent qui servira à autre chose, au fonctionnement, au recrutement, à divers engagements autres. Mais bon, ce sera un point en moins, évidemment, surtout dans ce contexte économique. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon, hein, avec un effectif qui maintenant est constitué, avec quand même si Sidibé et Sissoko restent sur le tempo de la saison dernière, ça peut être sympa quand même, hein, Ouais, du côté de Sissoko, Guingamp. l'interrogation maintenant, c'est quelle hiérarchie aussi, parce qu'il y a trois Ouais. hommes pour un poste. Erwin Kofi et Alpha Sissoko qui semblent partir plus ou moins sur un pied d'égalité. On a vu les deux démarrer les matchs Mm. depuis le début de la saison. Et puis Jérémy Matoubona, peut-être étant plus jeune notamment, aura plus de temps pour se faire une place, mais peut-être que lui espérait jouer davantage Mm. et plus vite. Là, en ayant deux hommes devant lui, en tout cas deux hommes avec lui à ce poste-là, ce sera peut-être un peu plus long. Et peut-être aussi voir un Sissoko plus haut, hein, comme on l'a vu depuis le Ouais. début de saison, que ce soit en préparation et sur la fin de match contre Montpellier. Lundi dernier, l'Estac, avec des têtes connues. J'ai l'impression que très souvent, hein, quand on va à Troyes, on retrouve des copains. Il y a eu Mchangama ces derniers temps. Fut un temps, il y avait François Belougou qui avait été exclu, hein, lors d'un Troyes Guingamp en 2017 en Ligue 1. Et là donc, Stéphane Dumont, on le savait, l'entraîneur d'en avant, Ben Tayeb qui était notre copain du mercato, et puis aussi, et bien évidemment, Lucas Marronnier qui était dans l'effectif d'en avant depuis très longtemps entre la réserve et l'équipe pro ces dernières années. Voilà, c'est toujours un moment comme un peu avec Lorient et Sochaux, je trouve. C'est les trois clubs où souvent on retrouve des anciens un peu Ouais. partout. Caen aussi. Trois, Caen, il y avait beaucoup. Caen, bah oui, bien évidemment. Trois qui démarrent très fort cette saison Ouais. 25-26. Ouais, les Troyens ont vraiment bien démarré. Bien démarré. Eux, pour le coup, ils ont beaucoup vendu. Mais alors, vendu, pas forcément des joueurs sur lesquels ils s'appuyaient l'année dernière, ou pas que, parce qu'il y a notamment Abdoulaye Ndiaye qui était prêté à Brest l'année dernière, qui a été vendu en Italie cet été. Donc, finalement, ça fait pas une perte dans l'effectif par rapport à la saison passée. Mais voilà, ils ont vendu pas mal de joueurs aussi, les Troyens, et pour de belles sommes. Il y a notamment Rafiki Saïd qui est parti, Syria Kyrie aussi qui est parti. Donc offensivement, il y a eu un petit chantier, mais ça se passe plutôt pas mal. 3 victoires, un nul, une défaite depuis le début de la saison. L'arrivée donc de Taufik Ben Tayeb, l'arrivée aussi de Merwan Ifnaoui du Red Star qui a fait un très bon match à Roudourou la saison Mhm. passée avec les Odoniens. Antoine Tu Mille vois, je dans l'avais raté l'entrejeu. celle-là. Ouais, Ifnaoui, Antoine Mille dans l'entrejeu, valeur sûre maintenant de Ligue 2 après ces quelques saisons aussi du côté de Pau. Bon, il y a Mounaïm El Idrissi aussi devant qui est lui plus en difficulté. Il y a le petit De Tourbay, Mathis De Tourbay qui est une des valeurs montantes du côté de Troyes. Et puis des joueurs qui sont restés. On pense à Soumou, à Adeline, comment dire, à Lemaître aussi, le gardien. Voilà, c'est le coach, bien sûr, Mhm. Stéphane Dumont. Une équipe qui a bien démarré, qui à domicile a tout gagné pour l'instant, hein. Ces 3 victoires sont à la maison, le nul, la Jusqu'à défaite à samedi. l'extérieur, jusqu'à samedi. Victoire contre Grenoble, Montpellier et Nancy, en sachant que Grenoble avait fait une mi-temps à 10
et Montpellier avait fait 70 minutes à 10. Donc c'est des matchs qui ont été peut-être un petit peu différents dans la gestion. Mais voilà, en tout cas, les Troyens de Stéphane Dumont ont battu les Nancéens d'Enzo Basilio vendredi. Et donc 3 est pour l'instant en troisième position avec 10 points, comme le Red Star qui est deuxième et à 1 point de l'AS Saint-Etienne. Voilà donc pour ce 3 Guingamp, un Stade de l'Aube qui réussit assez régulièrement au Guingampais. Se souvient encore l'année dernière de la victoire 1-0 avec le but de Brighton Labo. Dernier point, vite, parce que ça sera bientôt périmé, parce que les matchs vont commencer à 20h. Pierre Junior nous présente les enjeux de cette 6e journée de Ligue 2. Quels sont les enjeux de la 6e journée de Ligue 2 ? Ça démarre ce soir, alors sans plus tarder, regardons le programme du week-end avec les 6 rencontres qui nous attendent ce vendredi soir. Boulogne face à Pau, Dunkerque contre Le Mans, duel des Alpes entre Grenoble et Annecy, Laval, équipe encore invaincue cette saison qui défie Amiens, Rodez face à Clermont. Et il y a un match qui va particulièrement nous intéresser, c'est ce Nancy Red Star, avec d'un côté des Nancéens qui, on le rappelle, sont promus cette année en Ligue 2 et qui ont réalisé un très bon début de saison. Ils sont 5e actuellement, les Nancéens, malgré la lourde défaite 3-0 le week-end dernier. C'est une équipe qu'il faudra surveiller et ils affrontent en plus une équipe du Red Star en très grande forme, 2e du championnat actuel, meilleure attaque et meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 2. Ils comptent dans leur rang Damien Durand, le meilleur buteur du championnat avec 4 réalisations. Sera-t-il à l'œuvre lors de ce Nancy Red Star ? La réponse ce soir. Vous avez aussi des affiches ce samedi avec le 3 Guingamp à 14h et dans le même temps un choc entre équipes en difficulté. Montpellier d'un côté, Bastia de l'autre. Bastia qui est à la recherche de son premier succès cette saison actuelle, dernier du championnat, qui se déplace à Montpellier, qui démarre difficilement sa saison, on le voit, qui est relégué de Ligue 1 actuelle, 14e de Ligue 2. Il faudra donc se racheter pour ces deux équipes, qui est donc l'affiche du samedi à 14h. Et l'affiche du samedi 20h qui clôturera cette 6e journée, c'est la rencontre entre Saint-Etienne et Reims. On jette un coup d'œil sur le classement évidemment avec cette équipe de Saint-Etienne qui ouvre le bal, suit juste derrière le Red Star, 3 Pau et donc Nancy aux 5 premières positions. Guingamp est 9e et on retrouve dans le bas de tableau Le Mans, Boulogne et cette équipe de Bastia. Voilà donc pour les différents enjeux et toutes les infos à connaître avant le début de cette 6e journée de Ligue 2. Merci Pierre Perrault pour tout ça. Rendez-vous donc demain 14h pour le coup d'envoi du match. Nous, on va se retrouver avec un programme un petit peu conventionnel comme ces dernières années. On va prendre l'antenne un quart d'heure avant le coup d'envoi avec un avant-match complet, la compo dictée par Sylvain Ripoll, un joueur en bord terrain et puis le débrief qui sera en direct sur Facebook uniquement. On vous le mettra en replay sur YouTube et en podcast pour l'écouter où que vous soyez et quand vous le voulez. Et puis on se retrouvera très vite parce qu'il y a Dunkerque qui arrive mardi prochain avant Saint-Etienne-Guingamp. Je suis pas sûr qu'il y ait d'en avant-match la semaine prochaine parce qu'on aura beaucoup d'actu. Mais en tout cas, voilà, ça va être de manière très regroupée. Intense pour les Guingampais. 3 Dunkerque, Saint-Etienne. On espère le maximum de points, évidemment. Et puis surtout, garder ce même état d'esprit qui a fait la force de ce Guingamp sur les 2 derniers matchs à Bastia et contre Montpellier. Gaëtan, à très vite. Bon match, bon déplacement. À demain, Guingampais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier en avant-match, ici même, au bord de la pelouse de Roudourou. C'est l'instinct, c'est un peu l'instinct. Oh poteau, Sadia, un but de son Ibrahim.